On a tous un peu cette impression, non? D'être complètement submergé par l'info, au point de plus trop savoir où donner de la tête, ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors comment on en est arrivé là? Eh bien, pour tenter de comprendre, on va se plonger dans les idées vraiment passionnantes du sociologue Gérald Bronner et son livre La démocratie des crédules. Alors attention, Bronner nous prévient tout de suite. L'idée, c'est pas de chercher un grand complot ou des coupables faciles. Non. Comme il le dit, la réalité est, elle est plus inquiétante que ça, parce qu'en fait, on est tous un peu responsables de ce qui se passe. C'est un phénomène qui émerge de la rencontre entre notre psychologie, nos valeurs et la technologie d'aujourd'hui. Et là, on touche vraiment au nœud du problème. Le doute, en soi, c'est super important. C'est même le moteur de la science. Mais, et c'est ce que souligne Bronner, quand on se met à réclamer un droit au doute, sans accepter en face le devoir de la preuve, on le dévoie complètement. Ça devient une porte ouverte pour tout nier. Parce que c'est simple, on peut prouver qu'une chose existe, mais il est logiquement impossible de prouver qu'elle n'existe absolument pas. Bon, pour comprendre comment on en est arrivé là, le premier voyage à faire, c'est à l'intérieur de nos propres têtes. Parce que la cause première, ce qui nous rend si vulnérables à la désinformation, ce n'est pas la bêtise ou la méchanceté. Non, non, c'est tout simplement la façon dont notre cerveau est câblé, comment il fonctionne par défaut. Et ce câblage, il a un nom, le biais de confirmation. Ce qui est fascinant, c'est que c'est un raccourci mental qu'on a tous. C'est juste notre cerveau qui essaye d'économiser de l'énergie. Francis Bacon le disait déjà au XVIIe siècle. Une fois qu'on a une opinion qui nous plaît, on a une fâcheuse tendance à ne plus voir que ce qui la confirme et à ignorer tout le reste. En gros, on devient nos propres meilleurs VRP pour nos propres idées. Pour voir ce que ça peut donner à grande échelle, il y a un cas d'école absolument fascinant. Imaginez, on est à la fin des années 50, à Seattle. Et là, une rumeur complètement dingue commence à se propager. Les pare-brises des voitures seraient mystérieusement attaqués, couverts de petites fissures, de petits impacts, et personne ne sait pourquoi. La psychose commence à monter. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, notre cerveau déteste le vide, alors il cherche des explications, n'importe lesquelles. Très vite, deux grandes théories s'affrontent. D'un côté, la parano de la guerre froide, ce sont les retombées des essais nucléaires soviétiques. De l'autre, une explication plus terre-à-terre, c'est la faute du nouvel asphalte sur les autoroutes. Et les gens se mettent à chercher frénétiquement des preuves pour l'une ou l'autre de ces théories. Et la conclusion de l'histoire? Elle est incroyable. Des experts sont envoyés sur place, ils analysent tout, et ils ne trouvent absolument rien. Rien d'anormal. Les pare-brises de Seattle sont dans le même état que partout ailleurs. En fait, la rumeur a juste poussé les gens à regarder leur voiture de très très près pour la première fois. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? L'usure normale, les petits impacts de tous les jours, sauf que pour eux, c'était la preuve qu'ils cherchaient. Allez, maintenant, on va faire une petite expérience pour que chacun puisse ressentir ce biais en direct. C'est un test très célèbre, imaginé par le psychologue Peter Wasson. Alors, voilà le jeu. Regardez bien ces 4 cartes. E, K, 4 et 7. La règle est simple. Si une carte a une voyelle d'un côté, alors elle doit avoir un chiffre pair de l'autre. La question est, quelles sont les 2 cartes, et seulement 2, qu'on doit absolument retourner pour être sûr que la règle est respectée? Prenez une seconde pour y réfléchir. Alors, verdict, si votre premier réflexe a été de dire E et 4, bienvenue au club, c'est la réponse de la grande majorité des gens. Et c'est notre biais de confirmation qui parle. On veut vérifier que derrière le E, il y a bien un chiffre pair. Logique. Mais retourner le 4 ne sert à rien. Par contre, la seule carte qui peut vraiment invalider la règle, c'est le 7. Pourquoi? Parce que si on la retourne et qu'il y a une voyelle derrière, la règle est immédiatement fausse. C'est ça le test crucial. Mais notre cerveau, lui, préfère chercher ce qui confirme, pas ce qui infirme. Bon, d'accord, on a compris, notre cerveau a ses petits défauts de fabrication, ses raccourcis, mais après tout, ça fait des siècles que ça dure sans que ça pose un problème existentiel. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est le moment de regarder la cause externe, l'environnement qui est venu mettre le feu aux poudres de nos biais cognitifs. En fait, l'histoire de l'information, c'est une accélération de plus en plus folle. D'abord, l'imprimerie, qui a tout changé. Puis la radio, la télé. À chaque fois, plus d'infos, plus vite. Mais le vrai Big Bang, la rupture totale, c'est bien sûr l'arrivée d'Internet dans les années 90. D'un coup, on s'est retrouvé avec un marché de l'information quasi infini, et surtout sans aucun filtre. Et ça a un effet pervers, parfaitement illustré ici. Internet est devenu une sorte de gigantesque auberge espagnole. On y trouve exactement ce qu'on a envie d'y trouver. L'exemple de Bronner est frappant. On tape Lady Diana dans un moteur de recherche, on tombe sur des faits, des articles de presse classiques. Mais si on tape Lady Diana complot, là, les résultats sont inondés de théories alternatives. On ne vient plus sur le net pour vérifier une info, on y vient pour confirmer un pressentiment. Et c'est ça le point absolument crucial. On a longtemps rêvé qu'Internet créerait une société de la connaissance.
Mais en réalité, ce déluge d'informations ne nous rend pas forcément plus intelligents. Paradoxalement, il rend surtout plus facile de trouver des arguments, même les plus bancals, pour soutenir n'importe quelle croyance. Au final, l'abondance d'informations finit par nourrir la crédulité. Ok, donc on a d'un côté nos biais psychologiques et de l'autre cette technologie qui les amplifie. Maintenant, regardons les conséquences très concrètes et parfois très dangereuses que ce cocktail peut avoir sur nos sociétés. On est face à un paradoxe assez fou. Plus nos sociétés deviennent complexes, plus le savoir se spécialise. Résultat, la part de ce savoir que chacun d'entre nous peut maîtriser personnellement est de plus en plus petite. Personne ne peut être à la fois climatologue, virologue et ingénieur nucléaire. Du coup, on n'a pas le choix. On est obligé de déléguer, de faire confiance aux experts, aux institutions, aux médias. Cette confiance, c'est vraiment le ciment invisible qui fait tenir tout l'édifice. Le problème, c'est que ce ciment est en train de se fissurer sérieusement. Les chiffres que Brunner utilisait sont parlants. On voit une défiance très nette envers les institutions clés. Moins d'une personne sur deux fait confiance aux politiques, à l'indépendance des journalistes ou même aux scientifiques sur un sujet aussi pointu que les OGM. Ce n'est pas juste une impression dans l'air, c'est quelque chose de mesurable. Et cette perte de confiance, elle n'est pas abstraite. Elle a un coût humain, parfois terrible. L'exemple du vaccin ROR est absolument tragique. Il a suffi d'une seule étude, frauduleuse en plus, et qui a été démentie des centaines de fois depuis, pour installer un doute qui refuse de mourir. Un doute qui a été amplifié à l'infini sur Internet. Le résultat, des taux de vaccination qui chutent et des enfants qui meurent de la rougeole, une maladie qu'on avait presque réussi à faire disparaître. Voilà l'enjeu. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si on essaye de rassembler toutes les pièces du puzzle, on arrive au cœur de la thèse de Gerald Bronner. La grande promesse d'Internet, c'était un accès universel au savoir. On pensait que ça allait faire reculer l'ignorance. La réalité, on le voit aujourd'hui, est bien plus compliquée. Cet accès total à l'information a aussi permis à toutes les croyances, même les plus marginales, de s'organiser, de se trouver, de se renforcer. Et au final, de venir concurrencer la connaissance, comme si tout se valait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la situation actuelle n'est pas le résultat d'un grand complot. C'est ce qu'on pourrait appeler une tempête parfaite. C'est la rencontre explosive de trois choses. Premièrement, nos vieux biais cognitifs. Deuxièmement, une valeur démocratique essentielle, la liberté d'expression. Et troisièmement, une technologie qui a fait exploser la quantité d'informations disponibles. Pris séparément, aucun de ces éléments n'est mauvais. Mais leur combinaison, elle, produit un effet totalement inattendu et assez préoccupant. Et on termine sur cette question, qui n'est pas juste pour les sociologues, mais qui nous est posée à tous, individuellement. Si le monde de l'info est devenu un supermarché infini où le vrai et le faux sont côte à côte sur les mêmes étagères sans aucune hiérarchie, comment on fait nos courses? Qu'est-ce qu'on choisit de mettre dans notre panier mental? Sur quels outils, sur quelle hygiène intellectuelle on peut compter pour naviguer là-dedans? La réponse, au moins en partie, est entre nos mains.